Merci, Madame la Présidente. Je voudrais saluer l'ensemble, bien sûr, des membres du bureau et des membres de l'ANEM. Je voudrais bien sûr particulièrement saluer aussi votre secrétaire général, Annie Genevard, qui est ici au premier rang, et saluer Monsieur le préfet de Loir-et-Cher. Vous voyez comment je suis marquée? Ça me poursuit. Saluer les parlementaires, tous les élus qui sont dans la salle. Vous avez cité tout le monde ou presque tout le monde. Donc, en tout cas, soyez assurés de mon amitié devant vous et je suis très heureuse d'être présente au congrès de l'ANEM. Je vais bien sûr essayer de répondre aux questions que vous avez déjà soulevées. Je le dis d'emblée pour ne pas vexer les participants. Je dois, après mon discours, partir au congrès des départements à Marseille. Je dois dire que vous avez eu une bonne idée de faire les deux congrès à si peu de distance, ce qui me permet d'assister aux deux congrès. Alors, depuis une quarantaine d'années, la décentralisation a naturellement renforcé la prise en compte des spécialités de nos territoires. Qui dit décentralisation, bien sûr, dit solution au plus près des territoires. Qu'elles soient géographiques, climatiques, historiques, évidemment, ces différences, parfois ces divergences, posent à l'ensemble des services publics un véritable défi d'adaptation aux réalités, tout simplement, parce qu'on ne peut pas faire la même chose sur tous les territoires. C'est, je dirais, du bon sens. Mais en même temps, il s'agit d'assurer l'égalité des territoires, qui doit rester une des préoccupations de l'État. Vous savez, j'ai toujours tendance à dire que les Français sont un subtil mélange de Girondins, bien sûr, mais aussi un peu de Jacobins. Et que tout élu de territoire demande toujours aussi à l'État d'être là, d'être présent et d'assurer, bien sûr, ses missions régaliennes. Donc cet équilibre est subtil, je crois que c'est l'originalité de notre pays par rapport à beaucoup d'autres. Et ce décor planté, je dirais, je voudrais rappeler, bien sûr, que vous représentez parmi les premières collectivités qui ont obtenu, je dirais, cette reconnaissance grâce aux efforts d'adaptation que vous avez faits, puisque la loi Montagne du 9 janvier 1985 a fourni un premier cadre législatif pour vous, pour toutes vos communes, pour toutes vos collectivités. Et la création du Conseil national de la montagne et des comités de massif a été ainsi la pierre angulaire d'une institutionnalisation indispensable à la diversité des politiques d'aménagement du territoire. Alors, bien évidemment, moi je suis ministre aujourd'hui, mais j'ai été sénatrice pendant de longues années. J'y suis encore d'ailleurs, enfin provisoirement. Et je peux vous assurer que j'ai toujours remarqué que les élus de la montagne étaient moins partagés que le mot que vous avez utilisé. En général, quand ils sont dans les assemblées parlementaires, ils font tous bloc. Et ça, c'est une force, bien sûr, des élus de la montagne, quelle que soit leur sensibilité. Nous sommes dans une logique au gouvernement de concertation et de dialogue, et ceci, je crois, s'inscrit bien dans votre, votre ADN, puisque vous-même, à travers votre association, vous êtes à une instance, bien sûr, de combat pour la montagne, mais aussi de dialogue entre tous les territoires de montagne. C'est la raison pour laquelle la Conférence nationale des territoires a été fondée par le président de la République. Alors tout de suite, j'ai entendu, n'est-ce pas, votre demande, donc je vais répondre au fur et à mesure les questions que vous avez posées. Pourquoi il n'y a-t-il pas de représentants spécifiques à la CNT des élus de la montagne?
tout simplement parce qu'il n'y a pas de représentation spécifique des autres non plus, et qu'on a choisi de le faire par strate de collectivité territoriale. Mais, évidemment, la Conférence nationale des territoires, ça me permet d'expliquer ce que c'est aussi, et ça permettra de mieux comprendre le fonctionnement. La première, grande réunion a eu lieu début juillet au Sénat. C'était le lancement de la Conférence nationale des territoires. Il y en aura une deuxième le 14 décembre. Peut-être d'ailleurs, je sais que c'est parmi les possibilités, ça pourrait, je ne dis pas que ça va se faire, hein, mais ça pourrait se situer dans un territoire de montagne. Ça pourrait. Si c'est ailleurs, vous ne m'en voudrez pas, ça veut dire que les choses ne se sont pas conclues, mais ça pourrait. C'est une des pistes. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ces moments phares de la Conférence nationale du territoire ne doivent pas faire oublier ce qui se passe entre-temps, c'est-à-dire les réunions décentralisées sous l'autorité des préfets dans chaque département et les réunions thématiques qui vont avoir lieu pendant en permanence pour préparer justement la réunion du 14 décembre. Alors, je le dis devant vous très officiellement, en ce qui me concerne, et sur un sujet comme l'eau et l'assainissement dont nous allons parler dans quelques instants, naturellement, je vous associerai entièrement et pleinement, en tant qu'élu de la montagne, à ce travail, législatif ou pas, on verra, ce travail en tout cas de discussion pour éventuellement arriver et aboutir à un travail législatif. Donc, soyez assurés que vous participerez au dialogue de la Conférence nationale des territoires. L'adaptation de la loi Montagne du 28 décembre 2016 a été une nécessité et elle est venue utilement renforcer celle de 85. Et vous avez rappelé tout à l'heure qu'il y a des choses très importantes qui ont été décidées, comme le principe général d'adaptation des dispositions de portée générale aux zones de montagne, aux spécificités de la montagne, le renforcement du rôle des organes de représentation qu'est le Conseil national de la montagne, avec par exemple la possibilité pour celui-ci de saisir directement le Conseil national d'évaluation des normes, ce qui est bien sûr quelque chose d'important, les dérogations au transfert de la compétence de promotion du tourisme, je crois être encore dans la salle du Sénat où ce débat a été long, le principe de l'intégration des spécificités géophysiques et climatiques dans les mécanismes de péréquation de la DGF et du FPIC, chère Annie Genevard, qui n'est peut-être pas allée aussi loin que vous ne le souhaitiez, mais qui a déjà montré le chemin. Alors, je ne m'attribue pas toute cette loi, puisque c'était sous la majorité précédente, mais je rappelle l'histoire et ce travail législatif qui a été mené en commun avec l'État et qui a été très majoritairement salué par les élus de la montagne, à commencer par vous-même. Il est évident que ça a été une étape aussi très importante. Le gouvernement est cependant conscient que plusieurs sujets de préoccupation dont vous avez fait la liste subsistent pour les élus, que ce soit sur l'accessibilité, par exemple, aux services publics, la représentation des collectivités de montagne ou un certain transfert de compétences. À ce titre, je viens rappeler l'importance, je crois, du dialogue et de la décision de créer la Conférence nationale des territoires. Je pense, vous avez même dit tout à l'heure, vous avez cité des choses qui ont été mal reçues ou mal vécues par les élus. Je ne vais pas esquiver, on va y revenir. Mais je le dis là, ce n'est pas à votre adresse, parce qu'il n'a pas été... Mais il y a des associations d'élus qui refusent actuellement de venir travailler dans le sein de la Conférence des territoires. Je crois qu'il est toujours dommageable de refuser le dialogue. Tout le monde peut faire des erreurs. Tout le monde a besoin de discuter et de se mettre autour de la table. Alors,
bien évidemment, vous savez très bien que la majorité précédente a conforté en même temps la commune en lui gardant la clause de compétence générale comme cellule de base de la démocratie, mais en même temps, le développement des intercommunalités s'est poursuivi, je dirais, depuis, car il faut toujours être clair, depuis 2010, au fond, loi RCT de 2010, loi NOTRe de 2015, au fond, même si ce n'étaient pas les mêmes majorités, il y a eu une volonté commune de développer l'intercommunalité en France. Parce que je vous rappelle que la loi RCT de 2010 était la loi qui obligeait chaque commune à entrer dans une intercommunalité. Et ensuite, il y a eu la loi de 2015 qui a eu tendance à faire en sorte que les intercommunalités correspondent à des bassins de vie. Alors là, on voit tout de suite, quand je dis bassin de vie, que ce n'est pas le mot qui est forcément adapté aux zones de montagne, n'est-ce pas? Mais il est clair qu'on est tout de même dans une démarche qui, jusqu'à maintenant, a engagé l'intercommunalité à se développer avec cette idée, au fond, qui était celle de Jean-Pierre Chevènement au départ, c'est-à-dire de faire ensemble ce qu'on ne pouvait pas faire tout seul ou ce qu'on ne pouvait plus faire tout seul. Et la loi de 99 que Jean-Pierre Chevènement avait créée avait été le grand moment de lancement de l'intercommunalité. Alors, je vais arrêter avec l'histoire, je vais passer à l'avenir. Maintenant, que veut faire le gouvernement d'abord avec les structures des collectivités territoriales? La première chose que je voulais vous dire, c'est que le président de la République s'est engagé à ne pas faire de grandes réformes territoriales. Pas de grand soir des collectivités territoriales, pas de Big Bang des collectivités territoriales. Je prends 3 expressions un peu imagées. Pourquoi? Parce que les élus, d'ailleurs, ont exprimé tous que les nombreuses réformes qui se sont succédées, disons, en 10 ans, ont beaucoup bouleversé le paysage politique et institutionnel de nos territoires et qu'il fallait donc maintenant avoir une longue période de pause pour, je dirais, digérer toute cette évolution. C'est la raison pour laquelle il n'y aura pas de grande loi territoriale et que les départements resteront les départements, les régions resteront les régions et que si il y a évolution qui doit se faire, elle se fera dans le cadre de la loi. Par exemple, il est toujours possible de faire des communes nouvelles, puisque c'est sur le volontariat. Il sera toujours possible à 2 départements qui auraient envie de fusionner, la loi le permet aujourd'hui. Il y a des départements qui en parlent. Je vais prendre des exemples. Le Haut-Rhin ou le Bas-Rhin, qui ont déjà essayé une fois et qui n'ont pas abouti par un manque de participation au référendum local. Mais bon, voyez, il peut y avoir des évolutions de ce sens. Des intercommunalités qui veulent fusionner, bien sûr, elles pourront fusionner. En ce qui concerne les compétences, d'une manière générale, c'est la même chose. Nous avons dit, n'est-ce pas, au début de la prise de fonction du président de la République et du Premier ministre, que nous n'allons pas revenir sur les compétences que la loi NOTRe avait attribuées aux différents niveaux de collectivités territoriales. Alors vous me direz, et alors l'eau et l'assainissement? Voilà. Alors, en ce qui concerne l'eau et l'assainissement, je vais essayer d'être la plus claire possible. D'abord, je rappelle, moi j'aime bien mettre toujours les choses dans le contexte, que la loi NOTRe a été adoptée en CMP, commission mixte paritaire, pour mettre d'accord 7 députés et 7 sénateurs, c'est-à-dire pour mettre d'accord 2 assemblées. Et que cette loi a voté
le transfert, enfin les parlementaires ont voté le transfert. Bon, voilà. Alors il y avait des gens qui étaient plus ou moins d'accord, etc. Mais il y a eu des concessions faites sur des tas de domaines, et en tout cas, le transfert de l'eau et de l'assainissement a été voté. Alors, je me permets simplement de dire pourquoi, et il y a des partisans du transfert de l'eau et de l'assainissement. Je sais qu'ici, il y a plutôt des partis, il y en a peu. Mais je dis quand même... Non, mais... Je dis quand même, c'est parce qu'il faut discuter. Je suis là, j'en profite pour exposer l'avis des autres. L'eau et l'assainissement est souvent très bien géré par les communes ou par des syndicats de communes, et on ne voit pas pourquoi ça changerait, au fond. C'est ça l'idée. Bon. Il y a tout de même, et ne le prenez pas à dominem, si je puis dire, ou pas à la nem, il y a tout de même des constatations qui sont faites qu'à certains endroits, et je ne dis pas dans la montagne ou dans la campagne, où c'est aussi bien tout territoire, il y a des endroits où les réseaux sont un peu fatigués, où il y a des pertes en ligne, si je puis dire, d'eau potable qui sont très importantes, avec des fuites jusqu'à 30 ou 40%, qu'il y a des exigences sanitaires, qu'il y a des interconnexions qu'il faut réaliser, et j'arrête après, et un certain nombre de gens pensent que les dépenses qui vont être, nécessaires pour réaliser tout cela correspondent plus à l'échelon intercommunal que forcément communal. Une fois que j'ai dit ça, je vous l'ai dit, parce qu'il faut savoir que, naturellement, ceux qui ont poussé pour ces transferts étaient sur cette ligne. Je le dis parce que c'est vrai, c'était Marie-Lise Lebranchu, qui était ministre, qui pensait que c'était mieux de faire comme ça. Bien. J'entends bien tout ce que a dit votre présidente, et c'est la raison pour laquelle j'ai décidé, et le Premier ministre m'a confié une mission, suite à la loi qui n'a pas été rejetée à l'Assemblée nationale, mais qui a été renvoyée en commission, c'est-à-dire la loi qui venait du Sénat et qui avait été votée au Sénat, et qui a été renvoyée en commission, d'abord parce qu'il y avait dans cette loi des choses qui n'étaient pas... Il y avait bien sûr le fait de rendre optionnel à nouveau l'eau et l'assainissement, mais il y avait d'autres articles qui ne pouvaient pas être acceptés tels qu'ils étaient. J'ai donc une mission du Premier ministre qui m'a chargée de travailler sur ce sujet pour répondre aux préoccupations des élus de la montagne, mais pas que, aussi des élus ruraux d'une manière générale. Je puis vous assurer donc que je vais m'occuper personnellement de ce dossier, que je vais travailler vite, que les décisions seront prises avant la fin de l'année et que nous essaierons de répondre à toutes les questions qui se posent dans le domaine de l'eau. Je fais une parenthèse pour vous dire qu'en accord avec le gouvernement, un député, le président d'un groupe à l'Assemblée nationale qui s'appelle Marc Fesneau, a déposé une PPL qui va être discutée avant de la fin de l'année, mais vous allez voir pourquoi ça a été décidé d'accélérer. C'est parce que la compétence GEMAPI, c'est le 1er janvier 2018. L'eau, on a jusqu'à 2020, sauf l'aspect financier que je connais. Mais on a quand même, c'est pour ça qu'il faut se presser aussi. Mais pour GEMAPI, c'était urgent. Alors, je vous dis ce que contient cette proposition de loi. Je vous rappelle que proposition, ça veut dire que ça vient d'un parlementaire, projet, que ça vient du gouvernement. Cette proposition de loi ne revient pas sur le transfert, je suis très claire, ne revient pas sur le transfert aux intercommunalités de GEMAPI, mais revient sur la mise en application de la loi. Je ne vais pas entrer dans le détail, mais c'est très important, c'est-à-dire qu'on s'est aperçu qu'on n'avait pas suffisamment de sécabilité des compétences, que les départements avaient été écartés et que ça posait un problème dans les départements littoraux qui s'étaient occupés des submersions marines. Voilà, donc, parce qu'il y a aussi l'association des élus du littoral. Donc pour GEMAPI, il y aura un texte
qui sera voté avant la fin de l'année et qui va faciliter la mise en place de GEMAPI. Concernant l'eau et l'assainissement, je vous l'ai dit, cette compétence sera rediscutée et nous avons bien entendu tous les sujets qui se posent, au-delà d'ailleurs du transfert, les affaires aussi de sécurité civile, parce que c'est des sujets dont il faut tenir compte aussi pour l'approvisionnement en eau. Et vous pouvez, je ne sais pas comment le dire plus, je ne vais pas vous dire les conclusions d'une commission qui n'a pas commencé, hein, mais vous pouvez compter sur moi pour tenir compte de tout ce que j'ai entendu partout sur le territoire. Je voudrais vous dire quand même une chose, une dernière que je vous dis, parce que je ne serais pas content de ne pas l'avoir dit, c'est que qui dit transfert aux intercommunalités, pour ceux, imaginons que ça devienne optionnel. C'est parfait. Si ça devenait optionnel, vous auriez quand même la possibilité d'y aller, puisque c'est optionnel. Donc il faut quand même que je vous dise que transfert aux intercommunalités, ça ne veut pas dire destruction des syndicats. Parce que j'entends ici ou là, on a des syndicats qui marchent bien, mais très bien. Mais par contre, il y a dans la loi, par exemple, je prends un petit détail, qui dit qu'aujourd'hui, pour pouvoir transférer d'une intercommunalité au syndicat, il faut qu'il y ait au moins 3 intercommunalités. Vous connaissez ça? Moi, je ne sais pas pourquoi il en faut 3, et j'ai cherché pour savoir qui avait avancé ça, personne n'a trouvé. Il n'y en aurait que 2, ça serait aussi bien, évidemment. Le seul moment où vous ne pouvez pas transférer à un syndicat, c'est quand le syndicat est exactement du même périmètre que l'intercommunalité. Là, vous n'allez pas inventer 2 structures pour qu'il y aurait le même périmètre. Donc tout cela, ce sont des choses qu'il faut regarder avec précision. Ensuite, vous m'avez parlé un peu d'argent. Je voudrais vous dire, alors j'essaie de vous le dire sereinement et posément, et je comprends, j'en discutais avec votre présidente, votre secrétaire général tout à l'heure. Les élus ont eu tellement de coups de rabot pendant 4 ans qui viennent de s'écouler que quand vous leur dites il n'y aura pas de baisse de la DGF, ils ont parfois du mal à vous croire. Mais je vous assure que dans le budget pour 2018, il n'y aura pas de baisse de la DGF pour les collectivités territoriales. C'est quelque chose, évidemment, qui change avec les 4 années passées. Par ailleurs, un autre gage de stabilité, c'est que les ressources en termes de dotation d'investissement qui vont vers les territoires, c'est-à-dire quelque chose que vous connaissez bien, la DETR, la dotation d'équipement des territoires ruraux, le FSIL ou le TSIL, parce qu'il a changé de nom, eh bien, vont d'une manière générale s'élever à 1,8 milliard d'euros. 1,8 milliard d'euros, c'est une augmentation de 5,5%. Et je dois vous dire que le fameux FSIL, qui s'appelle SIL derrière, dotation de soutien à l'investissement local, était une dotation qui avait été inventée par l'ancien gouvernement pour compenser, au fond, le prélèvement sur la DGF et qui empêchait, au fond, les communes d'investir comme elles voulaient. Donc il y avait eu cela en contrepartie. Donc nous seulement nous laissons la DGF à son niveau, mais nous nous pérennisons, la dotation de solidarité, la dotation de soutien à l'investissement local. Et en plus, je voulais vous préciser qu'on écrira dans la loi qu'il n'y aura plus de seuil pour accéder à la dotation de soutien à l'investissement local. Ce qui est très important pour les communes de montagne, pour les communes rurales, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas besoin d'avoir un gigantesque dossier pour pouvoir être financé. Les petits dossiers, c'est-à-dire les dossiers qui correspondent à la grandeur des communes,
ne seront pas écartés du fait de l'absence de seuil. Je voulais aussi vous parler du fonds de péréquation communale et intercommunale. Une des meilleures preuves, je dirais, de notre engagement, c'est l'abondement des composantes péréquatrices de la DGF à hauteur de 190 millions d'euros pour 2018. La dotation de solidarité rurale augmentera de 90 millions, tandis que le FPIC sera stabilisé à hauteur de 1 milliard d'euros. Nous connaissons les inquiétudes de l'ANEM sur le volet des communes transfrontalières et la question de la majoration des contributions au FPIC pour les collectivités concernées. Je tiens toutefois à rappeler que la contribution au FPIC est plafonnée à hauteur de 13% pour tout ensemble intercommunal et que sur l'année 2017, aucun EPCI de montagne, ni même aucun EPCI transfrontalier n'est concerné par ce plafonnement. Nous sommes cependant vigilants sur ce point et les règles nouvelles ont permis en 2017 de mieux cibler les cotisations en préservant les communes pauvres dans des EPCI riches. Comme vous le savez, non mais c'est faux? J'entends. Si vous dites que c'est faux, c'est encore un point à voir, on le note. Comme vous le savez, l'adaptation du FPIC et des composantes péréquatrices de la DGF aux spécificités des communes de montagne est prévue à l'article 4 de la loi de 2016. Une prise en compte existe déjà. Je rappelle que dans le calcul de la DSR, la longueur de voirie, qui est un critère à 30% de l'attribution, il a été doublé pour les communes de montagne, ce qui est normal, hein, mais ça a été fait. Et afin d'approfondir l'effort d'adaptation, nous sommes également prêts à ce que des pistes de réflexion d'une réforme de la DGF et de la DSR soient étudiées pendant le quinquennat. Alors, vous savez qu'il y a déjà eu une réforme tentée de la DGF, et que sous le quinquennat précédent. Et que, je le dis aussi simplement, personne ne s'est mis d'accord. Enfin, c'est comme ça. Hein. Les gens n'ont pas réussi à trouver un terrain d'entente. Donc, il faut remettre sur le métier, je dirais, cette réforme. Vous m'avez parlé aussi de la taxe d'habitation. La taxe d'habitation, c'était un engagement du président de la République dans sa campagne. Je vais essayer de faire vite pour ne pas être trop longue. La taxe d'habitation est effectivement un impôt ancien, un impôt qui n'a jamais réussi à s'adapter à la réalité des valeurs locatives, puisque depuis 1971, nous sommes toujours sur les mêmes bases. Ce qui veut dire que dans un même village, si vous avez deux maisons identiques, mais l'une qui est construite avant 1971 et l'autre après 1971, vous pouvez payer du simple au double de taxe d'habitation. Donc c'est une taxe qui est devenue assez inéquitable. Le président de la République a donc décidé aussi, pour donner un peu de pouvoir d'achat aux catégories moyennes et plus défavorisées, pour le citoyen, de supprimer le paiement de la taxe d'habitation étalé sur 3 ans, avec des conditions de ressources, bien évidemment. Je n'entre pas dans le détail des conditions de ressources. Ce qui est important, c'est de comprendre que la première année, les gens concernés ne paieront que 70% de la taxe. La deuxième année, 60%. Et la troisième année seront exonérés de 100%. Ça, c'est pour le concitoyen qui est concerné. Qu'est-ce que ça fait pour les mairies et pour les collectivités locales? Il s'agit d'un dégrèvement. Je dis bien, nous nous sommes battus, un certain nombre d'élus, pour que ce soit un dégrèvement. Je signale qu'aujourd'hui, dans la taxe d'habitation, vous avez déjà des dégrèvements. Ça veut dire que l'État se substitue aux contribuables. Par exemple, je prends un exemple concret, pour les gens qui ont
moins de 60 ans et qui ne paient pas d'impôts, ils sont dégrevés d'office. Et c'est l'État qui paie à la place du contribuable. Si bien que le système va être exactement le même, c'est-à-dire que la première année, sur les 30% qui ne seront pas payés par les contribuables, c'est l'État qui paie à la place du contribuable. Naturellement, l'année suivante, les services fiscaux recommencent le calcul. Vous savez comment vous faites? Vous votez un produit attendu dans les communes. C'est comme ça que ça s'appelle, multiplié par le taux. Et ce produit attendu intègre chaque année les nouvelles constructions. C'est-à-dire que non seulement l'État se substitue, mais il se substitue chaque année en fonction, bien sûr, des nouvelles constructions qui sont arrivées dans les communes. C'est-à-dire que ça garde la dynamique de la taxe. J'espère que je me fais bien comprendre. En gros, ça veut dire que vous n'avez pas d'inquiétude sur les ressources de la taxe d'habitation qui représente, je vous rappelle, à peu près 25% en moyenne en France, des ressources des municipalités ou des intercommunalités. Donc, c'est un sujet pour 3 ans. Alors, évidemment, vous me direz, et après? Ben justement, et après, j'ai parlé tout à l'heure de la réforme de la DGF, j'ai parlé de la taxe d'habitation. Il est évident qu'il va falloir, faire une réforme de la fiscalité locale qui est arrivée, au fond, à un certain bout de son exercice. La preuve en est, c'est que pour les régions, dans la loi de finances pour 2018, on change complètement le financement des régions. Les régions qui touchaient, comme les autres collectivités, une dotation globale de fonctionnement, se verra attribuer une part d'un impôt national, c'est-à-dire une part de la TVA. Et cet impôt, évidemment, je n'ai pas besoin de vous dire qu'entre la DGF et une part de TVA, il y a une grosse différence, c'est la dynamique de l'impôt. Ce que va toucher en moyenne en moyenne les régions cette année sera extrêmement dynamique pour l'année d'après. Par ailleurs, j'en profite pour dire que les 450 millions d'euros que l'ancien gouvernement avait négociés avec les régions, avec l'ARF, eh bien, seront versés, puisque l'ancien gouvernement a déjà versé 200 millions dans le budget pour 2017, et que dans le budget pour 2018, il y aura les 250 millions qui n'avaient pas été encore versés par le gouvernement précédent. Je tiens à le préciser, ça fait partie des choses, quand je dis que les faits sont têtus, ils sont là. Alors, on peut ne pas être d'accord sur toute une politique que mène tel ou tel gouvernement, mais dire que le gouvernement ne va pas verser les 450 millions, c'est faux. Non, mais ce n'est pas vous. Je le dis parce que vous rencontrez des élus des régions aussi. Hein. Et donc, je parle aussi d'une manière générale. Je m'adresse aux élus que vous êtes, et il y a des élus régionaux dans les montagnes également. Je voulais enfin vous dire que pour la réserve parlementaire, bah oui, elle a été supprimée. Elle a été supprimée. Moi, je n'étais pas une fanat de la suppression, à titre personnel, de la suppression de la réserve parlementaire, parce que je trouvais qu'en tant que parlementaire, on aidait beaucoup de petites communes dans des projets, etc. Malheureusement, c'est toujours comme tous les systèmes, et je le dis sans méchanceté et sans nommer personne naturellement, mais il y avait des gens, par exemple, qui versaient leur réserve parlementaire que uniquement dans la mairie où ils étaient maires. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut savoir que ça existait. Il faut savoir que ça existait. Voilà. Mais bien sûr, ce n'était pas la majorité, madame. J'entends. Mais malheureusement, c'est toujours les... Vous savez, je pourrais vous dire d'autres exemples sur lesquels on est revenu, hein, et on va s'arrêter là. Mais il est clair que la réserve parlementaire sera désormais versée au département, c'est-à-dire qu'elle intégrera
les DETR et DECIL, mais plutôt DETR, au plan départemental, et que grâce à l'Assemblée nationale, d'ailleurs, il y aura présence désormais par département de 4 parlementaires, 2 sénateurs et des députés, qui siégeront aux côtés de la commission des élus locaux de la DETR, et qu'enfin, une commission inventée par l'Assemblée nationale suivra le suivi des anciens fonds de la réserve parlementaire pour qu'ils soient bien attribués, comme ils l'étaient autrefois par les parlementaires eux-mêmes, par l'intermédiaire de la préfecture, à des projets qui concernent évidemment des projets des communes, quelle que soit leur dimension. J'ai été trop longue, je n'ai peut-être pas répondu à tout. Je vais terminer en vous remerciant de m'avoir écouté. Madame la Présidente, je voudrais vous dire que vous pouvez compter sur le gouvernement et sur moi-même en particulier pour défendre ce que vous m'avez exposé aujourd'hui, ce que vous m'exposez chaque mercredi à l'Assemblée nationale, pour essayer de faire avancer les sujets qui vous tiennent à cœur, et en particulier cette histoire d'eau.